Fais bonjour. Fais bonjour. Alors, connectez-vous. On va quitter ici. Mettez-vous en ligne. Chers parents, chers amis, chers frères. Connectez-vous, hein, quittez ici. C'est très important. L'incontournable. Mettez-vous en ligne. Ah, il fallait que je mouille ma gorge. C'est très important. Une gorge non mouillée est une catastrophe verbale. Alors connectez-vous, hein, quittez ici. Connectez-vous, hein, quittez ici. Connectez-vous. Voilà, mettez-vous en ligne. Hein, quittez ici, mes frères et sœurs. Mettez-vous en ligne. Bien. Ah. Partagez le direct. Partagez-le massivement. Alors, madame l'avocate vous salue. Celle qui défend les causes perdues, mais qui prend toujours le dessus. Celle qui ramène la raison là où elle n'est pas. Là où les gens ont perdu espoir, qui leur redonne espoir. C'est une avocate vraiment, hein, au pair. Voilà. Une avocate hors norme. Une avocate extraordinaire. Une avocate méta. Il n'y a pas son deux. Donc, elle vous salue. Alors, j'espère que vous allez très bien. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Ah, ouais, Yapi Asamoah. Il dit le grand Guégué, c'est lui-même en question. Voilà, Sidérico, le visionnaire. On s'hydrate la gorge, c'est très important. Mais il fait chaud. Il y a des canicules ici. Et la chaleur fait que si tu ne t'hydrates pas la gorge, tu vas perdre la mémoire. Et donc, pour ne pas perdre la mémoire et ne pas faire sortir une catastrophe verbale, il faille que la gorge soit tout le temps hydratée. Et pour l'hydrater, mais il y a l'eau que Dieu nous a donnée. Donc, avec de l'eau, la gorge est bien mouillée. C'est très important. Alors, bonjour à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Gué, complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien. Gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir, c'est un plein droit, El Padrino, Camari, Dezoula, Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser à l'Afrique. Et ensuite, nous allons partir en Ukraine, mais pour le moment, c'est l'Afrique qui me concerne parce que c'est une honte pour l'Afrique. Oui, une honte pour l'Afrique. Quand je dis une honte pour l'Afrique, les gens se posent des questions, mais pourquoi tu dis c'est une honte pour l'Afrique? Mais écoutez-moi, on dit il y a la faim en Afrique et le représentant de l'Afrique, c'est-à-dire Macky Sall, qui est le président de l'Union africaine, donc il est le représentant, il est le mandataire, hein, de cette Afrique-là, qui est parti, hein, en Russie pour négocier soi-disant un blocus pour pouvoir nourrir la population africaine. Mais n'est-ce pas une honte? C'est-à-dire, pourquoi l'Afrique casse, hein, le visage des gens, de ses habitants? En Ukraine, 45 millions d'habitants. En Afrique, 1,5 milliard d'habitants. Je dis bien 1,5 milliard. Les Africains, ils sont 1,5 milliard. Ils sont incapables de s'autosuffire en alimentation, de produire chez eux. Mais ils préfèrent regarder chez ceux qui sont 45 millions d'habitants. C'est ceux-là qui nourrissent maintenant toute l'Afrique. On est où là? L'Ukraine n'est pas un pays riche. Tout comme un truc, hein? L'Ukraine là, c'est aussi un pays pauvre. Les gens, même le salaire, hein, des travailleurs en Ukraine là, est moins que les salaires des gens qui travaillent en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le savez? Des gens en Ukraine qui travaillent là-bas, là, ils gagnent peu d'argent, ils n'ont pas d'argent. Un salarié en Ukraine, chaque fin du mois, vous savez combien il gagne? Je vais vous le dire. Quelqu'un qui travaille en Ukraine, vous savez combien il gagne?
Ah, vous ne savez pas. Un salarié, chaque fin du mois, là, en Ukraine, il gagne 100 euros. Est-ce que vous comprenez? 100 euros. Quelqu'un qui travaille en Ukraine, si tu es mieux payé, c'est 100 euros. Malgré ça, ils vivent. Malgré ça, ils vivent. Malgré ça, hein, ils font une agriculture qui ne dit pas son nom. Ils ne sont pas en retard sur l'agriculture. Même aussi, la population ne sont pas bien payés en salaire. Cela ne les empêche pas de cultiver, de faire l'agriculture, de produire beaucoup de choses. En Afrique, l'instituteur qui a le bas salaire, lui, son salaire, même, je dis instituteur, c'est-à-dire une servante, quelqu'un qui travaille chez quelqu'un, ou bien un majordome, ils sont mieux payés que les salariés qui travaillent dans la fonction publique en Ukraine. Est-ce que vous le savez? Même il y a des trucs, des servantes qui sont payées à 100 000 francs CFA en Afrique. Hein? Si tu tombes sur un bon patron ou une bonne patronne, elle est capable ou il est capable de te donner 100 000 francs CFA. Or, l'Ukrainien qui touche 100 euros par mois, là, ça lui fait 65 500. Est-ce que vous comprenez? Mais cette Afrique-là, qui a toutes les terres du monde, mais il y a les terres fertiles, les terres arabes, il y a plusieurs terres. Il y a plusieurs terres en Afrique. Parce que quand on partait encore à l'école, on avait étudié les terres, les catégories de terres. Il y en a. Les ressources, il y en a. Mais cette Afrique-là, le désert, il y en a, la forêt, il y en a, la savane, il y en a. Comment on appelle ça? Les bas-fonds, il y en a en Afrique. Mais cette Afrique-là est incapable de produire. Est incapable de produire de l'aliment. Elle est obligée de compter sur les autres. Et donc, chez les autres, lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a guerre, en Afrique, on est touché. Nous aussi, on est impacté. Nous aussi, on ne peut plus rien faire. On meurt de faim. Quelles sont ces manières? Quelle est cette histoire? Mais c'est déplorable. Il y a d'autres dieux. Ça, c'est la réserve nationale. Ça, c'est forêt classée. Ça, c'est forêt touffue. Ça, c'est la forêt dense. On ne touche pas. Mais vous réservez les forêts là, c'est pour faire quoi? Forêt, ces fruits-là, c'est-à-dire, il suffit de dire, bon, on réserve les forêts pour qu'il pleuve et puis c'est fini. On a tout. Mais voilà, prenez le cas des pays arabes. Là-bas, là, ils n'ont pas besoin de forêt. Ils sont dans le désert. Oh oh! Ils sont dans le désert. Mais, ils sont des pays les mieux équipés dans le monde. Ils sont riches. Les pays les plus riches du monde, ce sont ces pays-là qui sont dans le désert. Donc, on n'a pas, pour être riche, on n'a pas besoin d'être au milieu d'une forêt pour dire on est riche. Non. On devient riche lorsque le cerveau fonctionne. On devient riche lorsqu'on utilise son cerveau. Les Européens, là, ils ont quel genre de trucs aux bonnes forêts même? C'est quelle forêt ils ont ici? C'est eux qui ont toutes les technologies du monde. C'est eux qui ont les trucs, ils inventent, c'est eux qui nous imposent. Mais nous, au lieu de faire trucs, non, forêt classée, forêt truc blanche, forêt dense, forêt, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de forêts. Il ne faut pas toucher les singes. Est-ce que c'est ça là qui va nous donner à manger? Abattons le bois, hein? Cultivons de la bouffe. Ce n'est pas la forêt qui va nourrir les gens lorsque la misère va s'abattre sur le continent. Tu as la forêt, oui, tu ne touches pas, oui, forêt classée, ceci, cela. Mais si tu ne plantes pas la terre est faite pour être plantée. Dieu a créé la terre, il a mis ça à la disposition de l'homme pour cultiver la terre. Et donc la terre, l'homme ne peut pas confisquer une partie de la terre pour dire non, 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 ça c'est forêt classée. Chaud. Pour dire non, c'est une partie de la terre, il ne faut pas toucher. Mais si tu ne touches pas, comment tu peux nourrir, tu peux manger? Mais les Chinois, eux là, ils cultivent la terre. C'est nous, on adore riz thaïlandais. Mais s'ils avaient dit forêt classée, forêt dense, forêt ceci, forêt de singe, est-ce qu'on allait avoir accès à cette histoire de riz thaïlandais?
riz long grain, riz parfumé. Pourtant, on a des terrains en Afrique pour faire ces genres de culture. Pour aussi produire nos propres riz grain, trucs en riz long grain, riz thaïlandais, riz trucs en parfumé, riz africain, je ne sais pas. On peut le faire. Mais non, au lieu de le faire, on préfère garder les forêts, ne pas toucher. Oh non, il y a génie ici. Et quand il y a problème ailleurs, c'est nous qui subissons. C'est une honte. Moi, je m'adresse au gouvernement ivoirien. Au gouvernement ivoirien. Ce n'est pas un problème d'un seul gouvernement. C'est-à-dire tous les gouvernements de la Côte d'Ivoire n'ont rien foutu. Ils ont merdé, ils ont foiré. Que ce soit le gouvernement de Bédié, parce que le gouvernement d'Oufoué avait quand même fait quelque chose de grand. Tiens, tiens. Viens. Excusez-moi. Hein. Le gouvernement d'Oufoué avait fait quelque chose de grand. Oufoué avait poussé les Ivoiriens à devenir des planteurs, des agriculteurs. Et à ce temps-là, ça marchait. Mais depuis Oufoué est mort là, tous ceux qui sont venus là, ils ont foiré, ils ont fauché, ils n'ont rien foutu en matière d'agriculture. Qui a fait la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire? Qui a modernisé, qui a encadré l'agriculture en Côte d'Ivoire? Quel dirigeant ivoirien même depuis la mort d'Oufoué? Bédié, zéro. Guéhi, lui, n'a pas duré, donc je ne parle pas de lui. Babo, zéro. Alassane Ouattara, il est là, zéro. Il pense que la richesse d'un pays, c'est uniquement ailleurs. Non. Pour être riche, même les États-Unis d'Amérique, on dit États-Unis d'Amérique, là, eux, là, ils ne jouent pas une histoire d'agriculture, là, parce qu'ils ont compris que tu ne peux pas être puissance mondiale si toi-même tu es incapable de produire chez toi pour nourrir ta propre population. Malgré la technologie qu'ils ont. Ils ont beau fabriquer les armes, les avions, les bateaux, mais ils savent que il faut beau fabriquer, mais la nourriture, là, il faut penser à ça. Et donc, eux, là, ils ne jouent pas avec l'histoire d'agriculture. Ils ne jouent pas avec. Ah oui, oui, c'est pas parce qu'ils savent, ils ont la technologie que non, ils ont oublié la terre, ils ont oublié le champ. Non, 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 non. Les Américains, malgré, même les riches, les milliardaires, là, ils ont champ quand même. Ah, vous ne savez pas. Ceux qui ont les meilleurs milliardaires aux États-Unis, là, ils font tout, mais ils n'oublient pas. Ils disent, mon champ. D'autres même, ils sont éleveurs. Ah oui, malgré les milliards, mais ils font un truc en élevage. Il n'y a qu'en Afrique qu'on oublie tout ça, on ignore tout ça. Quand tu es dans un bureau, c'est fini. C'est fini. Élevage, truc, champ. Oh, tout est oublié. On pense qu'on est arrivé. Et là, quand il y a la famine, ça nous frappe. On n'a aucune technologie au lieu de se concentrer sur l'agriculture pour devenir puissant dans ce domaine, pour exporter aussi de la bouffe envers d'autres pays. Ça peut aussi donner de l'argent. Ça peut nous donner de l'argent. Parce que quand tu as l'arme de la nourriture en main, tout le monde se courbe vers toi. Mais allez-y, voilà l'Ukraine. Tout le monde court. Oh, pardonnez, Ukrainiens, on veut du blé, on veut du blé. Même les Africains, ils font délégation pour aller là-bas. On veut du blé. Poutine, on veut du blé. Mais bien sûr, c'est pas parce que mais ils contrôlent l'homme de l'alimentation, l'âme de l'alimentation. Ils ont ça en main. Et ils savent que beaucoup de personnes dans ce monde ont besoin de ça pour survivre. Mais l'Afrique, on ne peut pas planter du blé. La Côte d'Ivoire, là. Mais Dramane Ouattara, voici. Je ne sais pas pourquoi nos dirigeants, Babo, ça a été un échec, Bédié, ça a été un échec, Ouattara, on part aussi vers un échec parce que je ne vois aucun ministre au sein du gouvernement, ou bien le président lui-même, évoquer cette histoire d'agriculture. Oui, 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 ils n'ont jamais évoqué ça. Ils parlent de coopératives, l'heure n'est plus à une histoire de coopérative. Les forêts que vous avez mis comme forêts classées, des milliers d'hectares, sinon des millions d'hectares, là. Voici ce que je propose à l'État ivoirien. Quittez dans cette histoire de forêt classée. Je vous propose quelque chose. L'État ivoirien doit créer une structure. Une structure pour promouvoir les jeunes qui n'ont pas été loin à l'école. Est-ce que vous me comprenez même? Une structure agricole.
pour faire la promotion des jeunes qui n'ont pas été loin à l'école, c'est-à-dire les encadrer. Et donc, dans cette structure, l'État paye des milliers de machines agricoles et met à la disposition des milliers d'hectares. Des milliers d'hectares, c'est-à-dire ces hectares-là appartiennent à l'État ivoirien. Est-ce que vous comprenez même? Ces milliers d'hectares-là vont appartenir à l'État ivoirien. C'est l'État ivoirien qui va commander les différentes sortes de machines agricoles. Et l'État ivoirien donne l'ordre à la population ivoirienne, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été à l'école, qui ne travaillent pas dans les trucs, dans les bureaux et tout, qui au lieu d'être des brigands et tout, ils leur donnent une chance d'aller travailler dans ces champs-là. Mais dans ces champs-là, ils auront un salaire tout comme les fonctionnaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, on s'assurera des travailleurs encadrés par l'État qui auront un salaire chaque fin du mois. Et ils seront bien payés, bien traités. Et donc, à partir de cela, l'État est en train de créer de l'emploi. Est-ce que vous comprenez? L'État ivoirien va créer beaucoup d'emplois sans distinguer qui a été loin à l'école, qui n'a pas été loin à l'école. Mais là, on parle maintenant de qui est courageux, qui peut faire les travaux champêtres. Et donc, on prend les gens qui sont capables de faire les travaux champêtres. Et c'est ceux-là qu'on recrute. Et on les prend, on les met dans cette histoire de champ. Et maintenant, ceux qui sont qualifiés pour conduire les machines. Est-ce que vous comprenez? Les machines pour labourer le sable et tout ça, on les prend. Et on met plusieurs équipes, des personnes techniques qui ont des savoir-faire dans certains domaines pour les produits qu'il faut utiliser pour faire telle chose. Et vous allez voir, les années à venir d'ici, ils vont dire 2 à 3, 4 ans, mais la Côte d'Ivoire va s'autosuffire. Mais on doit cibler, qu'est-ce qu'on doit planter chez nous? Est-ce le riz? Est-ce le blé? Est-ce le manioc? Est-ce quoi là? Je ne sais pas. Mais l'État ivoirien cible quelque chose pour qu'on devienne les meilleurs producteurs de cette chose dans le monde. Ce que les Ivoiriens consomment d'abord. Et une fois que c'est ciblé, on ne pourra plus mendier ailleurs. On sait que nous-mêmes on produit ça. Et donc, quand c'est récolté, l'État ivoirien, ça appartient maintenant à l'État. Et c'est à l'État maintenant de vendre ça auprès des particuliers qui aimeraient vendre ça dans les différentes villes, différentes régions, différents villages. Ça va rapporter beaucoup d'argent à l'État. Et l'État peut exporter ça. Et dans l'exportation, mais l'État ivoirien va encaisser. Et donc notre agriculture ne va pas dépendre seulement du cacao. Mais on va élargir. Puisque le cacao là, on ne mange pas ça en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vas boire Nescafé, Nescao et puis dormir? Pour boire Nescao, il faudrait que le pain soit là. Le pain là, ça doit être là. Et donc, on peut aussi faire le blé. Donc, au blé, plus au cacao, ça fait Nescao, pain. On sait qu'avec le pain et le Nescao, on va manger. On sait qu'avec le blé là, on peut faire pizza, on peut faire hamburger, on peut faire shawarma, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire gâteau, tout ça là. On sait qu'on peut faire ça. Donc, même si le riz manque, l'Ivoirien va manger gâteau, il va manger cré-cré, il va manger... Voilà, tout ce qui est dérivé du blé, on peut fabriquer ça chez nous pour manger. Et donc, on va mieux vivre. Et nous, en Côte d'Ivoire, on va être exportateurs de blé. Aussi comme les Russes le font, les Français font, les Américains, les Canadiens, et j'en passe. On peut aussi faire ça. Pourquoi? On a du terrain, on a la terre. On a la terre, on peut le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Il faut encourager les gens. Au lieu de rester là, on va passer notre temps à mendier ailleurs. Moi, de mon côté, je trouve ça inacceptable. Et l'État ivoirien a l'argent. Il suffit à Alassane Ouattara de dire demain, bon, je change de politique. Il faudrait que Ouattara nomme quelqu'un. Je ne parle pas de ces ministres qui sont incapables, mais quelqu'un qui est spécialisé dans l'agriculture, il le nomme et il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, là, nous allons développer une autre agriculture en dehors de celle que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Nous allons développer ça. Et donc, il nous faut des machines. Il faut faire la liste des différents types de machines qu'il nous faut. L'État ivoirien va prendre des milliards pour commander ça. Si on doit payer ça en Europe, en Chine ou en Russie, on paye les machines.
Ça, on vient, ça vient en Côte d'Ivoire, ces machines-là. Et on dit, bon, les Ivoiriens, on veut des jeunes Ivoiriens qui veulent travailler dans les champs. Ils seront payés. Qu'ils soient fumeurs, vendeurs de drogue, on dit, laisse la drogue, laisse la cigarette. On a besoin de toi, tu vas travailler dans les champs. Tu seras payé, tu auras le même salaire. Comme un instituteur, un professeur, je ne sais pas, un secrétaire ou quoi là, tu auras le même salaire. Même si ce n'est pas la même somme, mais ils auront leur salaire chaque fin du mois. Et ils vont contribuer aussi à payer les taxes. Mais c'est comme ça. Il faut être technique, intelligent. Et c'est dans ça là, le pays va avancer. C'est dans ça le pays va avancer. Mais on est là, on regarde. Quand il y a la faim dans le monde, c'est nous sommes les premières victimes. Les premières victimes, et on fait des délégations, on va demander pardon. C'est une honte pour l'Afrique. Même les autres pays africains peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Le fainéantisme. C'est ça le problème africain. On est trop fainéant. Et on est trop dépendant des autres. À un moment donné, cette politique doit changer. Je dois m'hydrater la gorge et je poursuis mes frères. Non, je ne traite pas de gouvernement minable et tout. Ce n'est pas le gouvernement d'Alassane Ouattara qui est le problème. Excusez-moi. J'ai fait un truc là, un mouvement là. Excusez-moi. La caméra. Voilà. J'ai ramené la caméra vers moi. Désolé. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Je ne suis pas là à traiter le gouvernement de Ouattara de gouvernement minable, non. J'ai dit eux tous, Bambo, Ouattara, Obedio, tous ceux-là, ils ont échoué. Parce que parmi eux là, personne n'a eu l'idée de faire une telle chose. Toujours c'est le cacao EVA, palmier à huile anacarde, c'est tout. Ils n'ont pas pensé à autre chose. Ils n'ont jamais pensé à autre chose. Mais il est l'heure, il est temps de penser à quelque chose d'autre que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est très important. Hein? Les Ivoiriens, le blé, ça peut réussir là-bas. Le blé, là, ça réussit là-bas. Hein? En Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas savane? Au nord de la Côte d'Ivoire, il y a savane. Il y a savane. Même en Égypte, où il y a le désert, eux, ils produisent le blé. Vous ne le savez pas. Les Égyptiens, ils étaient parmi les meilleurs producteurs de blé. Jusqu'à ce qu'il y ait la guerre entre l'Égypte et Israël. C'est là qu'ils ont perdu leur productivité. Mais avant, l'Égypte était parmi les meilleurs. Donc, dans le désert même, on peut faire produire le blé. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de désert. En Côte d'Ivoire, il y a la savane. On peut faire produire le blé. Même dans la forêt. La partie forestière, on peut faire produire le blé. Mais on est dans où là? On est dans quoi? Il y a des milliers de trucs, des millions de kilomètres carrés. Trucs en hectares. On peut produire. Oh, mais non, Côte d'Ivoire, Yakou. Donc, je laisse maintenant. J'aimerais demander à ceux qui sont connectés là. S'il vous plaît, le mouton, le prix du mouton au Mali là, c'est combien? Mouton femelle, brebis, bon. Je vais dire, au lieu de dire brebis, je préfère dire mouton. Mouton femelle. C'est combien au Mali? Un mouton, une brebis par exemple. C'est combien? Et puis un bélier, ça coûte combien? J'aimerais savoir les différents prix. Le mouton ou le truc, comment on appelle ça? Ou le bélier au Mali, c'est combien? En Côte d'Ivoire, je sais que c'est cher. Mais au Mali, j'aimerais connaître le prix. Puisque ça vient du Mali. Ce sont les Maliens qui nous alimentent, ou bien les Nigériens.
ou les Burkinabés. Donc c'est combien là-bas? Les moutons coûtent combien là-bas? Que ce soit le bélier ou la brebis, c'est combien là-bas? Donnez-moi une estimation, hein? Le prix un peu pour que je puisse avoir une idée. Voilà, merci. Et puis aussi les bœufs au Mali là, c'est combien? C'est-à-dire bon, les veaux, les petits, les bœufs, les petits là, les veaux là, c'est combien? Ça coûte combien? Est-ce que au Mali les gens ils vendent les petits bœufs, hein, les veaux là, est-ce qu'ils les vendent là-bas? Maintenant si c'est possible que les gens ils vendent ça, c'est combien? Les petits bœufs, les bœufs là sont bébés, c'est combien au Mali là-bas? Ou bien au Niger? Ceux qui ont une idée de ça, donnez-moi au moins un prix. Comme ça, je vais avoir une idée globale. Merci. Je ne connais pas les races. Moi, je ne sais pas. Race ou... Mais les moutons dont je parle, ce sont les moutons qui produisent les gros béliers là. Les béliers qui ont les grosses cornes là. Voilà, les moutons qui produisent ça. Hein, les brebis qui sont capables de mettre bas pour que leurs bébés deviennent des béliers. Ce sont ces genres de trucs aux moutons dont je parle. Voilà. Donc on a fini avec cette histoire. Donc j'attends les différents prix. S'il y a un Malien ou un Nigérien ou un Ivoirien par exemple qui connaît un peu les prix, que quelqu'un me donne ça, hein, juste truc dans le commentaire, ou bien la personne m'envoie un message en privé pour me dire combien ça coûte en fait. Je vais avoir une idée de ça. Merci. Ah, 200 000 les veaux. Ok. 200 000 les veaux. Maintenant les moutons. Ok, ça marche. Donc, il m'a dit 200 000 les veaux. Adamo Kone, il dit 50 euros. Oh, mon frère, il faut bien parler. Hein. Tu dis 50 euros, truc comme mouton. Comment ça? Mouton peut coûter que 50 euros. Ok, donc, pour ceux qui ont une information précise sur ça, qu'ils me fassent aussi. Ok, Mamadou Keïta, merci encore. Ok, ça marche. Donc, j'ai déjà une idée. Merci. Merci. Fils de bouée. Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Alors, donc, nous allons rebondir sur le cas ukrainien. Atia. La débandade totale de l'armée ukrainienne se confirme. Je ne sais pas quelle stratégie militaire ils ont. Est-ce que ces gens-là, ils ont été formés militairement parlant? Je n'en sais rien. Mais, en tout cas, moi, l'incontournable Gaïa complet qui vous parle, si j'étais membre de leur armée, j'allais leur faire comprendre de faire un repli stratégique et que la ville de Soveronetsk, Donetsk, c'était plus la peine de la défendre. C'est-à-dire, voici des gens, je ne sais pas, ils préfèrent la propagande que le réalisme du terrain. Ils préfèrent dire la résistance où tu perds tes meilleurs éléments que de faire un repli stratégique. Voici, cette ville est dans la région de Lugansk. Donc Lugansk a été libéré au moins à 97%. Il reste au moins 3% pour que ça soit totalement libre. Et donc la dernière grande ville de la région de Lugansk, c'est ça qui est Soveronetsk Donetsk. Donc ça c'est la dernière grande ville. Après cette ville-là, il reste des petits trucs, des villages et puis des petites villes de trucs de 15 000 habitants, de 10 000 habitants. Mais ça là, cette ville-là, c'est 100 000 habitants. Donc c'est une très grande ville en fait. Est-ce que vous comprenez? Ah, Madame la ministre vous salue. Elle vous salue. Et donc cette ville, derrière la ville, pour atteindre les autres villes, il y a un fleuve qui passe là. Est-ce que vous comprenez? Et donc la ville est reliée par les autres villes à travers 3 ponts différents. C'est comme
je vous donne un exemple. C'est comme plateau Makori, Trècheville. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui est au plateau là, qui veut aller à Trècheville, il doit traverser la lagune. Celui qui est au plateau, pour aller à Makori, il doit traverser la lagune. Et donc, sur la lagune, il y a au moins 2 ponts, n'est-ce pas, qui permettent aux Ivoiriens de quitter plateau Trècheville, plateau Makori, plateau Koumassi. Bon, imaginons qu'il y a une offensive. Je prends l'exemple, je vais vous donner un exemple. Une armée puissante attaque la Côte d'Ivoire. Et donc, l'armée quitte du côté de Yopougon, pénètre dans la capitale. Donc, Yopougon est pris. Adjamé est pris. Est-ce que vous comprenez? Donc, la bataille maintenant se passe au niveau du plateau. Mais si vous savez que vos meilleurs combattants, ils se trouvent au plateau, et qu'en dehors du plateau là, vous allez encore défendre Trècheville, Makori, Koumassi, et que vous ne voulez pas que Trècheville, Makori, Koumassi, toutes ces trucs, je prends un exemple, on fait comme si Makori, Koumassi, Trècheville étaient des villes à part, et que Plateau était une ville à part, Gamé était une ville à part. Est-ce que vous comprenez l'exemple que je donne? Maintenant, les combats se passent maintenant au niveau du plateau. Maintenant, vos meilleurs combattants se trouvent au plateau. Maintenant, au plateau là, il y a une usine, une grande usine d'au moins, une usine de 8 km qui se trouve au plateau. Maintenant, les combats se déroulent au plateau, à l'endroit où il n'y a pas l'usine en question. Et vous voyez que l'ennemi là, il a une force supérieure à vous. Sa force de frappe, ça fait des milliers de morts dans votre camp. Et vous savez que vos meilleurs combattants là, c'est eux qui sont au plateau. Et que si ceux-là, par malheur, eux tous ils restaient au plateau, l'ennemi les anéantissait au plateau, pour défendre les autres villes là, ça va être très difficile. Qu'est-ce que vous faites? Avant que les 2 ponts qui permettent aux habitants de plateau de s'échapper du plateau pour aller à Trècheville, Koumassi, Makori, avant que ces 2 ponts ne soient détruits, vous allez demander à vos éléments de faire un repli stratégique. Quittez plateau immédiatement avant que le pont Félix Houphouët-Boigny et le pont de Gaulle ne soient pas anéantis. Parce que si c'est anéanti, pour sortir du plateau maintenant à Tia, ça va être difficile. C'est-à-dire le matériel de guerre qu'ils ont là-bas. Parce que la ville était armée jusqu'aux dents. Soveronès Donetsk, c'était le meilleur combattant. Et ils ont amené beaucoup d'armes. Des lance-missiles, des chars de guerre, des missiles anti-aériens, des missiles anti-tanks. Donc, pour quitter la ville, ils devraient vite quitter la ville pour qu'ils puissent prendre une grande partie de leur matériel. Parce que eux-mêmes ils disent qu'ils n'ont plus d'armes. Il manque d'armes. Maintenant, les armes qui sont à Soveronès Donetsk, au lieu de laisser ces armes, ça va tomber dans les mains des Russes et vous-même vous allez mourir là-bas. Pourquoi ne pas faire un repli stratégique avant que les ponts ne soient cassés, prendre une partie de l'armement qui se trouvait dans la ville pour fuir et replier de l'autre côté pour attendre les Russes, pour dire bon, comme il y a l'eau là, quand vous repliez là, vous cassez les 2 ponts et c'est maintenant eux qui vont être dans des difficultés. Est-ce que vous comprenez? Donc vous vous mettez de l'autre côté du fleuve et vous les attendez. Quand ils vont vouloir traverser l'eau là, vous tirez sur eux pour dire on ne va pas vous laisser traverser l'eau là aujourd'hui. Mais non, les Ukrainiens n'ont pas fait ça. Ils ont voulu aller jusqu'au bouddhisme. Genre pour montrer aux gens que non, ils sont des résistants. Mais là, dans la ville, malheureusement pour eux, ce qui leur permettait d'avoir des renforts, les ponts là, les Russes ont bombardé ça, douille, les ponts sont cassés. Donc, la ville est coupée de l'autre côté, et l'autre côté de la ville, ce sont les Russes qui contrôlent. Donc, les militaires ukrainiens qui sont dans la ville là, pour sortir de la ville, ils doivent être des grands plongeurs, des nageurs.
Sinon, si tu ne sais pas nager à terre, tu tombes dans l'eau, c'est poissons qui va, hein, ce sont les poissons qui vont te dévorer. Donc, du coup, ils sont bloqués. Maintenant, ils ne peuvent pas prendre leurs armes lourdes là, qui sont dans la ville, pour sortir de la ville. Parce que ces armes-là ne vont pas traverser l'eau là, il n'y a plus de pont. Les ponts ont été détruits. Donc, il y a deux cas. Soit ils se rendent, soit ils meurent. Mais s'ils quittaient vite la ville, ils allaient sauver leur peau. Et ça allait leur permettre de renforcer d'autres positions, hein, derrière eux. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Aujourd'hui, ils sont dans l'usine, ils demandent négociation. La Russie dit non, 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 non. Il n'y a pas histoire de négociation, on va vous pilonner. Ils sont en train d'être pilonnés. Maintenant, pour fuir, là, ils ne savent pas comment fuir maintenant. Soit parmi eux, s'il y a des bons nageurs, des bons plongeurs, oui, ils peuvent traverser l'eau. Pour ceux qui savent nager. Mais pour ceux qui ne savent pas nager là, à terre, soit ils se rendent, ils deviennent prisonniers, soit c'est la mort. Donc voici un peu. Donc petit à petit, la Russie est en train de décimer l'armée ukrainienne. Parce que ceux qui restent là, ce sont des gens qui ont été formés à la va-vite en fait. Vite faire. Ce sont des gens qui n'ont pas l'expérience de combat. Ils n'ont jamais combattu, c'est leur première fois qu'ils affrontent les Russes. Mais ceux qui sont dans cette ville-là, ça fait depuis 2014 qu'ils affrontaient les séparatistes russes, hein, pro-russes et tout. Donc eux, ils sont aguerris. Eux, ils connaissent comment on fait des combats. Eux, ils ont été formés par les pays membres de l'OTAN. Donc ils avaient une très grande expérience de combat. Maintenant, ils sont là à Mariupol. Beaucoup se sont fait prendre. Beaucoup sont morts. Là encore, ils sont en train de perdre encore d'autres soldats. Pourquoi ils font ça? Je ne comprends pas leur stratégie militaire. Même un gamin, si c'est un gamin qui dirigeait l'armée ukrainienne, il allait leur faire comprendre que non, ils n'ont qu'à replier. Mais non, leur président, il cherche un nom. Ah, nous sommes des résistants. On ne va pas laisser les Russes. On va dépendre chaque mètre carré de nos différentes villes. C'est ça là. Mais si ceux-là, ils perdent, mais les autres villes vont tomber comme des mouches. Les autres villes là vont commencer à tomber comme des mouches parce qu'il n'y aura plus de soldats aguerris. Et puis ici en Europe là, eux-mêmes ils commencent à se plaindre. Ils disent que ils ne s'attendaient pas à un affrontement d'une telle intensité. Ils pensaient que quand la Russie avait commencé, c'était un affrontement d'un mois. Mais ils n'avaient pas prévu que ça allait durer. Donc au début, ils ont cru que bon, ils allaient aider les Ukrainiens et que ça allait permettre aux Russes de négocier vite fait, de reculer. Mais au fur et à mesure qu'ils donnent des aides aux Ukrainiens, la Russie augmente la violence, lance encore d'autres attaques. Et à un moment donné, les stocks d'armes des pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne commencent à diminuer. Eux-mêmes, ils prennent dans leurs propres réserves, leurs armements qu'ils ont, pour donner à l'Ukraine. À un moment donné, d'autres disent, on ne va pas prendre toutes nos armes pour vous donner ça. Parce que si on vous donne tout, nous-mêmes là, on va se défendre comment? Donc, ils ont commencé à se poser des questions. Parce qu'ils se disent que non, ils avaient pour habitude d'intervenir dans des pays comme l'Afrique, comme le Moyen-Orient. Donc, ils n'avaient pas besoin de produire beaucoup d'armes. Et que pour eux, l'Europe, il y avait la calmie, il y avait la paix, qu'ils n'allaient pas jamais avoir un affrontement d'un tel niveau. Donc, face à la Russie, viens. Mais viens. Face à la Russie, aucun pays européen ne peut armer l'Ukraine pour avoir la victoire sur la Russie. Eux-mêmes, ils ont compris. Je dis bien, aucun pays européen ne peut armer l'Ukraine pour que l'Ukraine ait la victoire sur la Russie. Eux, ils avaient cru que de la manière leur stock d'armes était, ils pensaient que c'est comme ça pour la Russie était. Voilà pourquoi dès le début de l'opération spéciale, ils avaient dit que la Russie manquait de trucs, de munitions, manquait de soldats et tout. Parce que chez eux là, il n'y avait pas beaucoup de munitions, mais ils se sont trompés. Avec le temps, ils ont compris que donc la Russie s'était préparée. Et que la Russie avait des munitions depuis des années 60, 70, 80. Et donc ils ont dit que la Russie utilise des armes anciennes et des armes modernes. Parce qu'il y a un dépôt d'armes anciennes. Et la Russie utilise ça. Donc
les réserves d'armes de la Russie, il y en a beaucoup. Donc les Européens ne peuvent pas arrêter la machine de guerre russe. Et que les Américains sont les seuls à armer les Ukrainiens pour pouvoir permettre aux Ukrainiens de stopper la Russie. Mais parmi eux, beaucoup ne croient plus. Donc ils ont dit, bon, ils n'ont qu'à négocier avec la Russie. Donc le secrétaire général de l'OTAN a proposé à ce que l'Ukraine négocie vite avec la Russie. Car, Mimi, oh, désolé. Elle a chaud, oui. Viens, viens. Viens, viens. Excusez-moi. Bon, je vais devoir couper. Je vais devoir couper à cause des enfants. Donc, on est ensemble. La prochaine fois, on développera mieux la situation. On est ensemble. C'était l'incontournable Dia complet. Ciao et bonne soirée à vous.